Je fais partie de l'association quasiment depuis sa création. J'ai rejoint les quelques membres fondateurs après 3 ou 4 ans d'existence de l'asso. Je descends dans les souterrains lyonnais depuis mes 15 ans. Donc j'ai rejoint les quelques fondateurs, je cherchais des contacts, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux à l'époque. Ils s'étaient montés en 2001, je les ai rejoints en 2005. L'idée, c'était de dire comment on peut retourner dans nos souterrains préférés sans casser des portes, sans faire du dégât, en étant dans les clous d'un point de vue administratif et juridique. C'est un fort qui a été construit comme tous ses voisins et ceux qui complétaient la défense de Lyon, en créant vraiment une ceinture fortifiée avec un rempart et des forts ou des bastions de loin en loin dans les années 1870. C'est un fort qui a été faiblement militarisé, qui a été vite en désuétude, parce que l'armement progressant et les munitions étant de plus en plus efficaces, ces forts qu'on appelle de première ceinture qui défendaient Lyon, mais de manière extrêmement rapprochée, étaient devenus inopérants, insuffisants. Il a fallu créer une deuxième ceinture de forts beaucoup plus éloignée, en première banlieue, pour arriver à défendre la ville. C'est un fort qui est tombé en désuétude, à l'abandon, réexploité à partir, je dirais, de 1980 ou 90, pour en faire une institution d'accueil d'artistes, peintres, plasticiens, mais aussi musiciens en résidence ici, au Fort de Vèze, avec la Fondation Renault, qui l'a racheté pour un franc symbolique à l'époque, et qui a choisi d'en faire ce lieu d'exposition, ce lieu d'accueil et de résidence d'artistes. Et dans cette galerie de fusillade, on trouve des éléments très classiques, des meurtrières pour des tirs, des formes d'ouverture beaucoup plus larges pour des canons à mitraille, des canons qui tiraient assez peu loin mais très larges. Ce qui est très particulier en revanche, c'est que cette galerie de fusillade a été enterrée par des travaux de remblaiement pour créer un boulevard. Un boulevard qui suit le rempart et qui monte de Vèze à Fourvière. Et c'est là qu'elle est devenue souterraine. Avant ça, elle était au jour sur une partie, puisqu'elle donnait sur l'extérieur. Ce monde souterrain, c'est un endroit dans lequel j'aime bien me balader parce que j'y trouve 3 composantes. C'est d'abord le calme, ensuite le temps qui s'arrête. Franchement, tu descends dans un souterrain, tu sais à peu près quelle heure il est, tu en sors, tu sais pas si c'est écoulé 20 minutes, 1 heure. Donc le temps s'arrête. Et après, j'y trouve aussi la trace de l'ouvrage, la main de l'homme qui a dessiné ces galeries, qui a dessiné ces puits, dessiné ces citernes. Souvent pour aller chercher de l'eau sous la colline ou sous nos collines. Voilà les 3 composantes que j'y recherche. Donc dans ces 3 composantes, il y en a une, c'est le patrimoine. Et cette composante patrimoine, je l'ai retrouvée chez les fondateurs de l'OCRA à l'époque, et aujourd'hui la plupart de nos membres, puisqu'on vise à sauvegarder, faire connaître ce patrimoine pour mieux le défendre. On voit régulièrement des travaux immobiliers de grande ampleur qui passent à travers des galeries souterraines, qui enfichent des arcs métalliques ou qui injectent du béton pour stabiliser un bâtiment en construction ou en agrandissement ou en rénovation. Ça, pour nous, c'est des drames à chaque fois, parce que ça efface des traces d'histoire. Pour nous, c'est un crève-cœur. Donc oui, cet axe patrimoine, c'est quelque chose qu'on défend beaucoup. Ça fait partie de notre histoire lyonnaise. Et de mon point de vue, ça mérite d'être préservé et d'être exposé au grand public.
est complètement isolé quand on est sous terre. Après, la reprise de contact avec la surface, elle se fait facilement parce que plus on s'approche de l'entrée ou de la sortie, et plus on va ressentir un changement de température, une humidité qui s'estompe, un peu d'air frais, les bruits du dehors, et puis après, c'est le jour et la sortie. Ici, on est dans une galerie de fusillade qui reliait deux forts, le fort de Montesuie et le fort de Caluire. Au XIXe siècle, il y a eu le besoin de fortifier la ville de Lyon pour la protéger d'éventuelles menaces. Et par la suite, pour vraiment verrouiller l'accès par le plateau qui est derrière nous, eh bien, on a barré la route par un fossé. Un des murs des fossés est creux, dans lequel circule une galerie avec des meurtrières, qui permettait en fait d'empêcher les assaillants de descendre dans le fossé et de pénétrer. Pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse, ce qui se passe, c'est qu'à la suite des deux guerres mondiales, en fait, cette défense à base de forts, elle est devenue totalement obsolète, puisqu'avec l'aviation, on pouvait très bien raser des villes sans être arrêté absolument par des fortifications. Donc en fait, l'État et l'armée s'en est séparée. Et il y a beaucoup de forts comme ça qui ont été donnés aux villes, aux municipalités et souvent laissés à l'abandon. Les militaires, ils n'avaient pas besoin de grand-chose, eux, comme aménagement. Donc le champignoniste, lui, il a dû faire deux aménagements principaux. D'abord, une dalle au sol sur laquelle on se tient avec des rails et des wagonnets pour pouvoir sortir sa production. Et également la création de plusieurs citernes pour avoir des réserves d'eau, puisque la culture des champignons demande beaucoup d'eau. Ici, il n'y a pas de source et bien sûr, on ne peut pas compter sur l'arrosage naturel. L'association OCRA a plusieurs missions, mais la première, c'est de la médiation culturelle. On peut accueillir des visiteurs ici pour leur expliquer un petit peu toute cette histoire. C'est vrai que l'accueil en réel, il permet d'avoir une expérience un peu multisensorielle. On entend, on sent, il fait chaud, il fait froid, il fait humide, voilà. On voit ce qu'on voit souvent qu'on ne voit rien d'ailleurs. En souterrain, évidemment, on a une perte de repères. On est un petit peu perdu et géographiquement et temporellement. Dans des souterrains qui sont un peu vastes, on peut rester 6 heures, 8 heures, 10 heures sans que finalement on ait vraiment la sensation du temps qui passe, quoi. Et ça, c'est toujours intéressant de le faire ressentir. Je me suis rendu compte en fait que, comme souvent dans tout patrimoine bâti, l'histoire des souterrains, elle va en parallèle de l'histoire des villes. Toutes nos galeries drainantes
qui sont très compliquées à faire visiter, mais elles nous racontent l'histoire d'une époque où tourner un robinet, c'était évident pour personne. D'ailleurs, il n'y en avait pas, ça n'existait pas, et où boire, tout simplement, était très compliqué. Le patrimoine souterrain, c'est un patrimoine qui est fragile parce qu'il est invisible. On peut le bétonner, on peut le détruire, on peut le saccager sans que personne ne porte l'alerte. On peut être des porteurs d'alerte à ce niveau-là. On peut être aussi donneur d'alerte quand il y a des dégradations naturelles. Il y a parfois les souterrains, la nature a horreur du vide, ça finit par s'écrouler. C'est pas un rôle officiel du tout qu'on a, mais ça peut fonctionner quand même parfois.